Bienvenue sur la chaîne YouTube de Digixo.com. Notre nouvelle vidéo concerne la macrophotographie. La macrophotographie signifie en fait agrandir, agrandissement et pas forcément rapprocher. Donc l'idée c'est quand même de rendre votre sujet plus grand ou au moins à sa taille réelle. Donc vous allez retrouver dans toutes les marques la dénomination macro. Et elle va s'appeler micro chez Nikon ou micro Nikkor. Voilà, ça concerne exactement la même chose, c'est-à-dire de faire des plans rapprochés, d'agrandir le sujet. Là, c'est une optique spécifique à la macro, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'objectifs sur le marché qui ont l'appellation macro. C'est juste un rapport macro, un rapport d'agrandissement. C'est un peu du marketing, mais ce n'est pas vraiment de la macro. Parce que la macro, c'est du rapport 1,5, 1 sur 1 et au-delà. Pour faire de la macrophotographie, il y a différents outils. L'outil privilégié, et si vous en avez le budget, c'est d'acheter une optique complètement dédiée à la macro. Voilà, vous avez donc très souvent l'appellation macro sur l'objectif, avec un rapport 1,5 ou un rapport 1 sur 1. Les optiques actuelles, elles permettent d'avoir une mesure de la lumière, un autofocus, un stabilisateur. Elles peuvent être très lumineuses. Là, par exemple, c'est un 100 ouverture de 8 avec stabilisateur, donc mise au point très rapide, silencieuse, optique vraiment dédiée au plan rapproché. Maintenant, elles sont plutôt plus performantes quand on ferme le diaphragme. Un 100 mm classique, il va être très bon entre f2 et f4. Un 100 macro va être performant à 2.8, mais ses performances vont être accrues quand on va vraiment fermer le diaphragme. F8, F11, F16, là où une optique classique va commencer à défaillir. Quelques petits conseils. Sur les optiques qui ont un très bon autofocus ou votre couple boîtier objectif avec un autofocus performant, vous pouvez rester en autofocus. Sur des plans où on va travailler sur pied ou avec une optique dont l'autofocus est un peu moins performante, ne pas hésiter en manuel focus à travailler en plan rapproché. Ici, vous avez un limitateur de champ qui permet de faire la mise au point de la distance minimum jusqu'à l'infini. Si on fait vraiment que de la macro, ne pas hésiter à limiter la course pour avoir une mise au point plus rapide. Et puis on peut activer ou désactiver la stabilisation. Si on travaille sur pied, on coupe le stabilisateur. Et si on travaille à main levée, on l'active. Deuxième solution, un peu moins coûteuse, polyvalente, très performante également. On va utiliser un objectif standard, ici un 50 mm 1.4, dont la mise au point minimale est de 45 cm. Là, ça ne permet pas de faire de la macro. Voilà. Et donc, on va utiliser des bagues à longe. Les bagues à longe ont un intérêt, c'est qu'elles n'ont pas de lentilles. Non mais ça va les enfants. Et les plus confortables vont posséder des contacts qui vont permettre de continuer à faire la mise au point en automatique et d'avoir une mesure de la lumière, une mesure TTL. Les bagues à longe, elles sont soit vendues à l'unité, soit par jeu de 3. Donc ici, des modèles JJC avec baïonnette en acier. On peut en monter une. Donc si on a envie d'avoir un rapport macro assez peu élevé, on va prendre la plus petite. Ici, hop, le modèle 12 mm. Donc on va monter son objectif dessus et on va monter l'ensemble sur le boîtier. Et comme vous allez pouvoir le constater, on conserve l'autofocus et la mesure de la lumière. Alors, point très important, quand vous montez une bague à longe, vous perdez la possibilité de faire la mise au point sur l'infini. C'est vraiment dédié à la macrophotographie. Ça ne permet pas d'avoir un 50 macro en faisant une mise au point de près et de très loin. C'est vraiment pour faire vos plans serrés. Donc on va utiliser les 3 bagues à longe indépendamment. Donc la première vue avec la bague à longe de 12. On va ensuite utiliser la bague à longe
de 20 mm. Et en toute fin, la plus grande bague à longe, donc en allongeant le tirage entre l'optique et le capteur, on améliore la proximité. Donc là, il faut vraiment se coller au sujet, hein. Avec les bagues à longe les plus importantes, donc là par exemple la 36 mm, ne pas hésiter à monter en ISO pour avoir une vitesse élevée ou à fermer le diaphragme pour avoir plus de profondeur de champ. Donc là on va utiliser les 3 bagues à longe assemblées. Alors, le focus est très délicat parce qu'on est vraiment dans l'ultra rapproché. Là par exemple j'y arrive pas. Je vais le faire la mise au point à la main en me collant au sujet. Là, on est vraiment au cœur des plantes, hein. Troisième solution pour faire de la macro, on va utiliser des bonnettes. Voilà. Les bonnettes, ou parfois c'est appelé close-up, ça fonctionne tout bêtement comme un filtre loupe. Voilà. Et plus vous aurez en fait une indication avec plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus ça sera macro. Donc là, tout bêtement, ça se visse sur l'objectif comme un filtre UV, un filtre polarisant classique. Et ça permet de faire des plans très serrés. Là, il y a une abeille. Les petits conseils pour utiliser les bonnettes, c'est de prendre des bonnettes qui sont quand même pas trop bas de gamme en termes de prix, parce que la qualité des lentilles est importante, sinon vous risquez d'avoir vraiment du piqué juste au centre de l'image et pas trop sur les bords. Comme ça fait un effet loupe, également c'est comme pour les bagues à longe, pas de mise au point sur l'infini possible, c'est pareil, on les utilise uniquement en plan rapproché. Si on veut réutiliser son objectif en standard, dans ce cas-là, on va enlever la bonnette. Et puis pour optimiser les résultats et le piqué, l'idéal c'est de ne pas travailler dans les grandes ouvertures entre un 4 et 2,8 par exemple, et plutôt de fermer le diaphragme vers F8 ou F11. On a parlé des bonnettes. Les bonnettes, on peut les utiliser sur les filtres, sur les optiques classiques, hein, en tant que filtre. C'est également compatible avec les optiques macro. Donc là, je vais faire une photo avec le 100 macro à la distance minimale. Voilà. Et puis on va utiliser la bonnette. Là, c'est un modèle Oya en plus 1 en dioptrie. Donc le rapport macro n'est pas énorme. Voilà. Le focus est plus délicat, hein, avec la bonnette. Donc là, vous voyez le résultat en image. Solution pour les pauvres. Voilà. Vous êtes chez vous, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous voulez absolument faire de la macro. Il y a des solutions. La bague d'inversion. Mais bon, faire de la macro avec une bague d'inversion, ça se mérite. Ça se visse sur le pas de vis de l'objectif. Et je retourne mon objectif et je le monte sur mon boîtier. Vous avez pu le constater, sur la bague d'inversion, il n'y a absolument aucun contact. Donc pas de mesure de lumière, pas de mise au point. Tout va se passer en manuel. Et le boîtier ne donne absolument aucune indication. Il ne reconnaît même pas l'objectif, donc il faut vraiment faire des essais, voilà, jusqu'à obtenir un bon résultat. Pour choisir votre bague d'inversion, vous allez choisir une bague
donc qui correspond au diamètre de filtre de votre objectif, et puis la marque qui correspond à votre boîtier. Ici, on va utiliser un 50 mm 1.4 Canon, pas de filtre 58 sur un boîtier Canon, mais rien ne vous interdit d'utiliser un objectif de toute autre marque sur du Canon, tant que le pas de filetage est le bon. Après, j'ai un petit truc pour vous pour pouvoir utiliser une optique avec une bague d'inversion. Vous vous mettez en manuel, ici sur le boîtier. Vous choisissez le diaphragme qui correspond à une exposition convenable. Donc là, je vais utiliser les curseurs de mon appareil pour me dire que ma mise au point et ma cellule sont bonnes, surtout ma cellule. J'appuie sur le testeur de profondeur de champ. Alors il faut à peu près 14 mains. J'appuie sur le testeur de profondeur de champ et je sors mon optique. Le diaphragme sera coincé au diaphragme que j'avais choisi en manuel. Ça va me permettre d'utiliser l'objectif avec le diaphragme que j'avais auparavant et non pas simplement la plus grande ouverture. Chez Canon, par exemple, le diaphragme, si on ne fait pas tous ces réglages, sera toujours réglé à pleine ouverture. Si on va dans d'autres marques, comme Nikon, sur les optiques récentes, le diaphragme va être plus fermé. Donc utiliser la bague d'inversion, c'est très complexe. Donc le petit tour de passe-passe est vraiment très pratique. Pour utiliser en fait une bague d'inversion, il faut un objectif dont la mise au point manuelle est possible. Un 50-1.4 autofocus, je peux le passer en manuel. Mais il y a une nouvelle catégorie d'objectifs vraiment dédiés à la vidéo, comme par exemple les 18-55 STM, 40 STM, 24 STM. La mise au point est réglée uniquement en électronique. Donc vous ne pourrez jamais faire la mise au point en manuel avec une bague d'inversion. Donc à proscrire, bague d'inversion avec optique à mise au point 100% électronique. Pour bien faire de la macrophotographie, il faut une bonne optique ou un système de bague à longe ou bague d'inversion. Il faut aussi quelques accessoires. La macro, ça bouge, donc on va travailler sur la stabilité. En photo de nature, on va utiliser un monopode, c'est quand même assez pratique. On va gagner quand même vraiment en stabilité. Et si on travaille en studio, sur de la reproduction, on va plutôt utiliser un trépied, en n'oubliant pas de couper la stabilisation des objectifs et du boîtier. Donc là, on a un très beau monopode Manfrotto avec le petit support pour bien le poser au sol. Et là, on peut vraiment shooter en macro avec beaucoup moins de tremblements. On a vu qu'il faut quand même plutôt stabiliser. On va voir aussi comment éclairer en macro. Dans les solutions vraiment pratiques, vous avez le flash annulaire. Alors, c'est aussi valable pour les dentistes. Alors, le modèle Yongnuo est livré avec 4 bagues. Donc là, on va utiliser la bague 67 pour le 100 macro. On va visser, c'est facile, mais je ne suis pas doué, sur l'avant de l'objectif. Voilà. A priori, en moins d'une heure, c'est jouable. On va clipper le flash annulaire ici et on va fixer sur la griffe. Alors, on allume le flash et on va pouvoir travailler en manuel ou en TTL. L'avantage par rapport à un flash Cobra classique, le flash Cobra, il va travailler par le dessus. En macro, ça ne permet pas forcément d'avoir un éclairage très homogène. Le flash annulaire, en fait, permet d'avoir un éclairage des deux côtés de l'optique. Voilà. On a même une petite lampe LED pour nous aider à faire la mise au point. Ici. On peut également travailler en manuel. On a un petit bip sonore qui nous dit quand le flash est à nouveau prêt à déclencher.
C'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Ce flash annulaire peut aussi vous servir à faire du portrait. Pour éclairer en macro, on peut utiliser donc un flash annulaire. Et on peut également utiliser toutes les torches LED que normalement on va utiliser en vidéo. Et là, on va avoir une vision en direct de notre éclairage. Donc c'est quand même très pratique. Là, on a pris un modèle de chez Rotolight, la Rotolight Neo, fournie avec des gélatines, un étui de transport et la possibilité effectivement de faire varier la puissance. Pour pouvoir aussi donner un meilleur rendu, une meilleure lumière sur vos images de macro, on n'est pas obligé d'éclairer, on peut toujours continuer à utiliser les réflecteurs, quasiment utiles dans toutes les situations. Donc là, on va faire une image sans réflecteur. Et une image avec. Alors ça nous permet de rehausser les ombres, d'avoir un rendu plus homogène. Là, on va utiliser le réflecteur argenté, qui a un très haut pouvoir de réflexion. Un réflecteur 60 cm, ça permet de le ranger très facilement, de le mettre vraiment dans son sac, ça ne prend pas de place du tout, c'est pas lourd. Le réflecteur 60 cm 5 en 1 DxO, il y a la version translucide, donc on va peut-être filtrer la lumière, si vous avez une forte luminosité. Il y a le blanc, la version argentée qui renvoie du contraste et vraiment beaucoup de lumière, et la version dorée qui a tendance à renvoyer une lumière très chaude. Donc, sans oublier le côté noir qui lui va en fait bloquer les réflexions et améliorer en fait le dessin des contours. Donc là, on va pouvoir faire une image avec la version dorée et on aura une image qui sera vraiment plus chaleureuse. Voilà. Conclusion. Donc on a fait un bon tour d'une partie de la macro. Alors la macro, c'est quand même un domaine très très vaste. Là, on a quand même plutôt abordé la macro autour des fleurs et de la nature. Si vous êtes vraiment un accro de la macro, il n'y a pas à hésiter, il faut vraiment vous acheter une optique macro. Après avoir, selon vos besoins, autour du 50 pour s'en servir comme d'une optique vraiment polyvalente. Et si vous aimez le portrait et faire beaucoup de macro, un 100, un 105, c'est vraiment l'outil parfait. Si la macro c'est occasionnel pour vous, vous avez envie de la découvrir, les tubes à longe, si possible avec contact pour la mise au point et la mesure de la lumière, et puis les bonnettes pour vraiment la découverte et un usage très occasionnel. Si vous faites beaucoup de photographies en macro, l'éclairage flash annulaire, c'est vraiment un très bon plan. Si vous faites de la macro également en vidéo, alors là le Rotolight, c'est comme un outil vraiment très polyvalent, très puissant, très sympa. Et puis on n'hésite pas, le monopode c'est l'outil indispensable pour la photo de macro en extérieur, voilà, et un trépied pour travailler sur pied. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Digixo pour voir toutes nos vidéos, passées ou futures, et de liker notre page Facebook.